Un rapport potentiellement explosif qui est publié par un très sérieux groupe de réflexion britannique sur une entente entre Pékin et Moscou au sujet de Taïwan. Des documents qui ont été identifiés, Sylvia, et qui nous donnent énormément d'éléments très précis. Oui, c'est le Royal United Services Institute qui se base sur 800 documents dévoilés par des hackers, des activistes qui s'appelleraient Black Moon et qui auraient été authentifiés, ces documents, par cet institut britannique. C'est le Figaro qui nous en parle. Et voici ce qu'il dit, c'est que la Russie aide la Chine à s'emparer de Taïwan. Et le président Xi Jinping a ordonné à l'armée populaire de libération d'être prête à s'emparer militairement de Taïwan d'ici 2027. Alors on en parle souvent ici, on a souvent évoqué la possibilité d'une attaque amphibie à grande échelle. Eh bien, elle est jugée trop risquée par Pékin, qui aurait fait appel à la Russie pour identifier les possibilités de débarquement de troupes grâce à son expérience en Ukraine. En fait, Sylvia, la Russie aurait accepté il y a 2 ans maintenant de fournir des armes à l'armée chinoise. Oui, objectif, équiper un bataillon aéroporté, fournir des formations, du personnel technique. Ce projet s'appellerait Sword 208. Il est détaillé dans des documents que nous montre le Figaro, par exemple ici. Très techniquement, il s'agit du développement d'un système d'automatisation du commandement des troupes aéroportées, avec, vous le voyez, des casques à conduction osseuse avec micro-biométrique, équipant des soldats ou des terminaux à écran tactile. Au programme également du transfert de technologie qui permettrait à la Chine d'augmenter sa production d'armes et d'équipements militaires. La Russie, elle prévoirait aussi de vendre à la Chine plusieurs véhicules. Ça, c'est encore un autre document que le Figaro a consulté. Par exemple, plusieurs véhicules d'assaut amphibie léger, des véhicules blindés aéroportés de transport de troupes et plusieurs véhicules de commandement et d'observation. La Chine, qui effectivement estime que la Russie est plus expérimentée, bien Moscou devrait également former un bataillon de parachutistes chinois. Le rapport précise aussi que toute tentative d'invasion de Taïwan entraînerait probablement des combats dans toute la mer de Chine. Alors, question qu'on se pose, pourquoi cette volte-face de la Russie, alors qu'on sait que Moscou a toujours été réticent à exporter son expertise militaire vers la Chine par peur de se la faire voler. Bien, l'Institut y répond. Moscou considère de plus en plus l'invasion de Taïwan comme un moyen de renforcer son influence sur Pékin en faisant de la Russie un fournisseur de matières premières critiques et de capacités industrielles, militaires. Fin de citation. Merci Sylvia, et pourquoi pas effectivement, Emmanuel, on se demandait quel était l'intérêt encore maintenant de la Chine à soutenir Moscou. On a peut-être un début de réponse là. Complètement, et Sylvia le rappelait dans la présentation du sujet. En fait, cette assistance militaire, ces échanges militaires entre la Russie et la Chine derrière le rideau, en fait, de manière très très discrète, ont lieu depuis plusieurs mois, plusieurs années, dans la perspective stratégique, à un niveau stratégique, c'est-à-dire global, international, d'avoir un soutien sur un front en Europe, avec l'Ukraine, et plus largement l'Europe de l'Est, et d'avoir un front en Asie orientale sur Taïwan. Donc quelque part, les deux puissances, nucléaires, militaires, cèdent, se jaugent, se complètent, et exercent une pression considérable sur leur adversaire principal, qui est Washington. Là-dedans, l'Union européenne est un acteur, mais pas le principal. Donc fondamentalement, cette affaire-là est de « Regarde Xi Jinping, moi j'attaque en Ukraine, tu m'aides un petit peu, tu me soutiens, etc. Je vais t'aider à attaquer Taïwan et à avoir des gains territoriaux pour être dans des logiques post-impériales, donc du viol du droit international, d'accaparement de terres, etc., etc. Donc on est dans un deal gagnant-gagnant, en fait, manifestement, de leur point de vue, évidemment, mais... Oui, alors la question de Taïwan est très particulière. Comme vous le savez, la plupart des pays, y compris les États-Unis, n'ont pas de relations diplomatiques avec Taïwan, puisque pour établir des relations diplomatiques avec Pékin, il faut rompre les relations diplomatiques avec Taïwan. Bon, à ma connaissance, il y a toujours une ambassade américaine à Pékin. Alors, donc, il ne peut pas y avoir d'accord de défense formel entre une entité qui n'est pas un État et les États-Unis d'Amérique. Ceci dit, depuis fort longtemps, dans les années 70, le Congrès des États-Unis a adopté de manière unilatérale, c'est pas un accord, des dispositions permettant en fait pratiquement aux États-Unis de fournir des armes défensives à Taïwan. Alors évidemment, de telles rumeurs, de telles enquêtes ne
pourrait qu'inciter les autorités de Taïwan à demander davantage d'éléments défensifs. Mais au-delà de la rumeur, parce que Sylvia, je parle sous votre contrôle, on a regardé toutes les deux cet article. Je ne voulais pas du tout critiquer l'article. Je voulais dire étayé. Mais je veux dire, à partir du moment où c'est rendu public, de toute façon, évidemment, les États-Unis ont des agences et donc doivent savoir beaucoup de choses. Et on sait très bien qu'il y a une vision quand même très agressive par la Chine de l'affaire de Taïwan. En preuve, ce sont toutes ces manœuvres militaires. Dès qu'un officiel américain, vous vous souvenez, la présidente du Congrès, de la Chambre des représentants, Mme Pelosi, c'est-à-dire il y a déjà plusieurs années, qui se rend à Taïwan, colère des Chinois, et depuis lors, il y a eu d'autres manœuvres, à la fois navales et aériennes, encore plus vigoureuses tout autour de Taïwan. Donc on sait très bien qu'il y a une volonté. Alors, l'année 2027, ce que je sais, c'est que Xi Jinping a dit et répété qu'avant 2049, c'est-à-dire le 100e anniversaire de l'arrivée de Mao Tse-tung à Pékin, Taïwan redevient partie de la Chine par tous les moyens, a-t-il dit plusieurs fois. Donc on peut penser des moyens de coercition économique, etc., ou de persuasion, mais aussi des moyens militaires, y compris le recours à la force. Et sur les moyens militaires, Général Chevresis, ça veut quand même dire, et Sylvia le soulignait très justement, ça veut quand même dire que Poutine serait prêt à aller partager ses expertises militaires, à aller partager ses secrets de propriété intellectuelle, etc., etc. Alors je crois qu'on va un petit peu loin. D'abord, le marché correspond à moins de 300 millions de dollars, ce qui n'est pas un gros marché par rapport au... Combien ça est à 245 milliards de dollars, le budget de la défense chinois, c'est quand même pas rien. Ensuite, moi, je voudrais surtout relever une remarque que j'ai trouvée il n'y a pas si longtemps, du 18 septembre dernier, où le ministre chinois de la Défense, lors d'un colloque sur la sécurité, disait « La restitution de Taïwan à la Chine fait partie intégrante de l'ordre international d'après-guerre ». Donc on a déjà l'annonce politique, y compris par le ministre de la Défense chinois, qu'à terme, Taïwan viendra. Ça, c'est pas nouveau. Enfin, je ne sais pas sur votre contrôle, mais on parlais du président Xi qui l'a dit sur les 100 ans. Oui, bien sûr. Et maintenant, sur les capacités militaires, alors effectivement, il y a d'abord peut-être un retour d'ascenseur, un renvoi d'ascenseur, dans la mesure où la Chine a quand même bien soutenu la Russie dans la guerre en Ukraine depuis 3 ans et demi, malgré un départ un peu poussif, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une convergence des intérêts. Ensuite, le savoir-faire russe en matière militaire, au bout de 3 ans et demi de guerre, il existe. Donc, c'est ce qui va être transmis. N'oublions pas que l'armée chinoise n'a pas fait la guerre depuis 1979. Donc, c'est une armée qui ne sait pas ce que c'est que la guerre. Donc, elle va apprendre. Et puis, quand on parle de livraison de matériel, c'est en gros 50 véhicules blindés, effectivement, dédiés aux opérations amphibies. Maintenant, quand on voit le détroit de Taïwan, il y a 150 km, en gros, à franchir. On doute bien qu'une opération amphibie ne se fera pas comme ça. Par contre, les parachutistes, ça peut être intéressant en les larguant. Mais en même temps, on est dans la politique fiction, je dirais. Donc aujourd'hui, il est certain que la volonté politique de reconquérir Taïwan, elle existe, que la volonté militaire de se préparer à le faire. Et Xi Jinping a dit l'année dernière, il faut que l'armée chinoise, si je ne me trompe pas, soit prête à faire la guerre. Il l'a dit, me semble-t-il. Donc, on est bien dans une logique d'affrontement. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement qu'il y a une espèce de mariage sino-russe. En fait, c'est ça, surtout, l'idée principale. Savoir s'il y aura 10 parachutistes ou 50 véhicules amphibies, c'est pas tellement le sujet. Ah non, mais là, c'est un échange militaire, je dirais, de savoir-faire, effectivement. Non, mais c'est ça. Mais ça scelle quand même une certaine... tout à fait. Ça vient sceller un mouvement... disons que la guerre en Ukraine a accéléré le rapprochement stratégique entre la Chine et la Russie sur fond, non pas d'entraide sur le plan technique, sur des éléments relativement anecdotiques, je dirais, eu égard aux enjeux, puisque les deux grandes puissances, quand même, ont un agenda commun tourné autour, ou qui vise la remise en cause de l'ordre international post-Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, en fait, le leadership mondial des États-Unis. Et dans l'esprit des Russes, Taïwan n'est pas une priorité, mais Taïwan, c'est quand même la présence américaine indirecte dans un espace stratégique qui les intéresse également. Donc il y a un intérêt également russe dans ce type de rapprochement, dans la mesure où, encore une fois, il s'agit de remettre en cause le primat des États-Unis au XXIe siècle, pas pour consacrer une nouvelle grande puissance mondiale que serait la Chine, mais pour redistribuer les cartes. Où les Russes auraient une place. On peut se poser la question, Marianne, de se dire effectivement si cette entraide, si j'ose dire, est saine ou pas. En tout cas, comme le disait Bélir, c'est qu'ils ont un ennemi commun, si j'ose dire, ou en tout cas un objectif commun qui en fait une alliance de circonstances, en fait. C'est un peu ça.
La coopération russe et chinoise est quand même assez explicite ces derniers temps. Surtout, les deux dirigeants étaient présents au défilé pour fêter, comme ils l'ont dit, la victoire après la Seconde Guerre mondiale, l'anniversaire. Mais quand même, je voulais juste ajouter un point sur l'expertise militaire des Russes, parce qu'il s'agissait justement sur la possibilité de former les Chinois sur le développement de commandement des troupes aéroportées. Et juste, selon l'expérience de ces 3 ans et demi de guerre avec l'Ukraine, en pleine échelle, parce que la guerre a commencé plus tôt, bien évidemment, mais juste, il ne faut pas sous-estimer l'ennemi, mais quand même, il y avait des cas à Hostomel, c'est à 25 km de Kiev, donc les régions de Kiev, où l'Ukraine a battu quand même 125 personnes des troupes aéroportées d'élite russes. Il y avait aussi les régions de Kherson, Tchernobaïvka, une ville qui est située juste à côté. Il y avait 6 fois où l'armée ukrainienne a battu aussi les troupes aéroportées russes. Vous dites qu'ils n'ont pas une expérience extraordinaire. Ce n'est pas une expérience extraordinaire, parce qu'on le voit que même l'armée ukrainienne à cette époque-là, c'était en 2022, on n'était pas encore prêt à telle ampleur, on n'avait pas autant d'armes, on a quand même réussi à les abattre. Donc c'est à voir. Je ne suis pas bien sûr une experte militaire. Non, mais c'est intéressant. Après, la Russie a appris aussi pendant ces 3 ans et demi de guerre. Mais Emmanuel, quand on lit dans le papier, Moscou considère de plus en plus l'invasion de Taïwan comme un moyen de renforcer son influence sur Pékin, en faisant de la Russie un fournisseur de matières premières critiques et de capacités industrielles militaires. Est-ce que vraiment Moscou est en train de jouer une capacité d'influence, j'allais dire, solide vis-à-vis de Pékin ou pas? Non. L'inverse, plutôt. Non, c'est l'inverse. En fait, le niveau de déséquilibre dans la relation est tel, au profit de la Chine et au détriment de la Russie, parce que la Chine exporte à peu près ce qu'elle veut, et dose d'ailleurs et calibre ce qu'elle exporte à la Russie, pour prolonger la guerre, pour embêter davantage Washington que davantage aider la Russie. En fait, c'est ça le sujet. Et pour que le régime ne s'effondre pas, la Russie est complètement dépendante au marché chinois, notamment pour ses différents produits pétroliers et d'autres ressources naturelles. Donc, d'un point de vue russe, chercher à avoir du protagonisme sur le chinois en disant on va vous mettre à disposition, j'en sais rien, un régiment, 2 ou 5 régiments parachutistes pour Taïwan, tout ça est un petit peu cosmétique. Même si ça traduit en fait dans l'iceberg la partie qui est sous l'eau, sous le dioptre. Ce qui est important, c'est l'accélération de l'histoire et c'est l'assistance mutuelle, pour reprendre les termes russo-chinois dans le dialogue bilatéral, d'un point de vue stratégique, pour accélérer le temps, démultiplier les fronts de fixation de l'Occident, en premier lieu de Washington, pour les épuiser, les neutraliser. Et donc, j'insiste bien, le sujet du front européen est fondamental à maintenir dans le temps. Donc les Chinois vont continuer d'aider très clairement la Russie, que ce soit technologiquement, militairement, derrière le rideau, économiquement et politiquement dans l'arène internationale. Et les Russes vont dire « Ah, vous, Pékin, vos sujets prioritaires, c'est Taïwan. » Pour le Parti communiste chinois, c'est Taïwan. Bon, on va vous aider dans vos sujets prioritaires face à Washington. D'autant que Xi, donc le président chinois, et Trump, le président américain, ont aussi tous les deux un objectif qui n'est pas tout à fait commun, mais malgré tout, qui n'ont pas du tout intérêt à voir la Russie s'effondrer totalement. Je veux dire, il y a aussi, si on regarde le coup d'après, ce sont 2 pays, 2 superpuissances qui ont besoin de la Russie pour des échanges commerciaux, etc. etc. C'est un sujet. Sur le sujet, effectivement, est-ce que la Russie s'effondrera et que ça créera une sorte de galaxie mafieuse, etc., avec des armes nucléaires Ça, c'est un sujet. Surtout, davantage du point de vue de Washington, peut-être moins d'ailleurs du point de vue de Pékin, qui a vraiment du protagonisme sur la Russie, vraiment de la vassalisation sur la Russie, y compris dans des flux financiers très occultes d'une bonne partie de la galaxie moscovite dans les banques chinoises et hongkongaises. Ce qui a été multiplié depuis le début de la guerre en Ukraine. Et ce qui a été décuplé. Effectivement, il y a une accélération de ce rapprochement, il y a une accélération du commerce bilatéral, mais en coulisses, et notamment, c'est les images que l'on avait là, tout à l'heure du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Comme par hasard, Poutine, revenant de Tianjin et de Moscou et du défilé militaire, accélère et intensifie les survols de vecteurs, que ce soit des chasseurs, que ce soit des drones, etc., sur le territoire de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc il y a cette convergence stratégique pour démultiplier les fronts contre Washington, contre l'Occident, et des logiques de désoccidentalisation du monde, de remise en question de l'ordre international, et à terme, de mettre à genoux, dans un agenda de 5 à 10 ans, les capacités américaines. On en est là aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, un agenda de 5 à 10 ans. Si je peux me permettre de dire un mot, tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Simplement, il faut mettre ça en regard avec l'idée qu'on prêtait
au président Trump parce que vous avez parlé de vassalisation par la Chine de la Russie, et je crois que Trump lui-même a employé l'expression de vassalisation, et qu'il ne fallait pas que la Russie soit vassale en quelque sorte de la Chine, et qu'il fallait au contraire, d'où l'entretien dans le Courage en Alaska, qui a foiré complètement, si je peux utiliser ce verbe un peu trivial. Mais l'idée de Trump, c'était bien de détacher la Russie de la Chine, et ce, d'ailleurs, aux dépens de l'Ukraine. On a bien vu pendant toute la première partie de cette année. Parce que pour les États-Unis, la vraie menace, je ne vais pas me référer au fameux piège de Thucydide, etc., la vraie menace commerciale, militaire, c'est la Chine qui est déjà la deuxième puissance mondiale. Donc, d'où les alliances conduites par les États-Unis. C'est pas Trump, ça monte à Obama, avec le Japon, et même bien avant évidemment, mais le renforcement de ces alliances avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde, dont on n'a pas parlé, mais qui était certes l'autre jour en Chine à cette grande commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut savoir que quand le Premier ministre Modi est allé en Chine pour ces commémorations, ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il a transité par Tokyo. Donc, vous voyez que les Indiens ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, et ils se rapprochent aussi des États-Unis et même d'ailleurs de l'Union européenne. Alors,